dans le mois d'aujourd'hui, nous avons la grande chance d'avoir professeure Thérèse Van Durm qui est avec nous, en fait à distance, mais avec nous, et qui va nous parler de la délégation des actes vaccinaux dans les différents pays. Professeure Van Durm est infirmière spécialisée et docteur en santé publique. Elle travaille comme chercheur qualifié à l'Institut de recherche en santé et société. Elle est chargée de cours aussi invitée à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Elle coordonne une chaire interdisciplinaire de soins primaires, Beehive, et ses champs de recherche incluent la structuration des soins primaires en réponse à la fragmentation actuelle des soins pour des soins plus intégrés. La conférence d'aujourd'hui est enregistrée, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous pour qu'on diffuse le tout au plus de personnes possible. Merci beaucoup, professeur Van Durm, d'être là. Donc, je vous cède la parole pour que vous puissiez ensuite partager votre écran. Oui, bonjour à vous. Chez nous, c'est le soir, donc bonsoir à ceux qui nous suivent depuis la Belgique. Donc, mon nom est Thérèse Van Durm, mais pendant que je partage l'écran, je vais juste dire que également, je fais partie du groupe francophone en soins primaires, dont fait partie notamment aussi la professeure Breton. Est-ce que vous voyez bien l'écran Oui, en plein? Parfait. c'est parfait. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter cette recherche qui a été menée conjointement par deux universités belges. D'une part, l'Université Liège, dont l'investigatrice principale, Béatrice Scholtes, est là ce soir. Et donc, elle m'aidera certainement à répondre à vos questions par la suite. Et puis, moi-même, je fais partie de l'EC Louvain, de l'Institut de recherche santé et société. Et cette recherche a été menée conjointement avec nos collègues pharmaciens, Anne Spinuin et Stéphanie Valentin, qui sont à cheval sur les deux instituts, également du Louvain Drug Research Institute. Alors, un petit mot à propos du contexte de l'étude. Bon, il se passe en Belgique dans une situation pré-covidienne et il a été commandité par notre ministère fédéral qui s'appelle Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, dans un contexte un peu particulier d'un pays qui est caractérisé par un système de santé relativement similaire au canadien, avec des prestations principalement financées à l'acte, où on parle de la pyramide des pouvoirs en matière de profession de santé, vu que beaucoup de tâches liées à la santé sont soumises à la prescription. Et donc, on trouverait au sommet de la pyramide essentiellement les prescripteurs et en bas, eh bien, on retrouve les infirmières et plus en bas encore les aides familiales et les aides soignantes. Alors, le système de santé belge est aussi caractérisé par une couverture via l'assurance maladie obligatoire quasiment universelle et financée par la taxation. Et puis, on voit aussi une liberté de choix de prestataires où le médecin généraliste, par exemple, n'est pas le gatekeeper, donc le référent pour avoir accès aux soins spécialisés. Alors, pour ce qui concerne notre étude, un fait préoccupant, c'est le constat de chute du taux de couverture vaccinale des personnes 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière. Et donc, quand on voit les chiffres, en 2004, on voit un taux de couverture vaccinale de 64% qui chute à 58% en 2013. Et si on va voir des données un petit peu plus récentes que j'ai téléchargées tout à l'heure, on voit qu'en ce qui concerne, et on le voit tout en dessous, la grippe saisonnière pour la population de plus de 65 ans, alors que la cible de l'OMS est à 75, la Belgique se retrouve à un taux de 54,7. Donc, c'est encore plus bas que les chiffres de 2013. Et donc, une des pistes proposées est d'autoriser l'administration des vaccins avec ou sans prescription médicale par d'autres professionnels de la santé, notamment les infirmiers, pharmaciens et sages-femmes.
Alors, certains d'entre vous connaissent sans doute ce modèle qui a été utilisé par l'OMS. Il s'agit d'un modèle assez simple qui décrit que pour arriver à un taux de vaccination suffisant, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Alors, quand on va de gauche à droite, eh bien, on prend en compte ce que les gens pensent et ressentent, aussi des processus sociaux qui vont conditionner la motivation des personnes à se faire vacciner. À côté de ça, bien sûr, il y a des éléments tels que la disponibilité, la volonté, l'intention à se faire vacciner, également l'hésitation. À côté de ça, il y a des questions très pratiques, telles que la disponibilité des vaccins, la commodité, les coûts, qualité et satisfaction des services, les exigences incitant et fatigue des interventions, ainsi que des détails plus pratiques tels que prendre rendez-vous, consentir, accepter le vaccin, reporter, refuser, etc. Ce modèle est intéressant parce qu'il permet d'analyser des situations où, par exemple, en Belgique, à l'heure actuelle, si vous voulez vous faire vacciner, notamment contre la grippe saisonnière, il faut d'abord aller chez le médecin, demander une prescription. Avec la prescription, aller chez le pharmacien en priant pour que le vaccin soit disponible. Vous avez le vaccin, vous retournez chez le médecin pour vous faire vacciner. Donc, c'est vraiment extrêmement lourd. Or, en facilitant le processus, notamment en permettant la délégation des tâches ou le partage des tâches à des non-médecins, on pourrait clairement augmenter la couverture vaccinale. Et donc, c'est ces éléments de pratique liés à la vaccination qui vont être investigués au travers de cette étude. Et donc, ce modèle est utilisé par l'OMS et comme vous le voyez, il a été élaboré au départ par Brewer et ses collègues. Alors, quels sont les objectifs de notre étude? C'est d'explorer les pratiques dans d'autres pays, donc ceux d'Europe, mais aussi Israël, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et États-Unis. Et donc, ce qu'il fallait mettre en évidence, c'est d'une part d'identifier quels professionnels non médecins pouvaient prescrire le vaccin, ensuite quels professionnels pouvaient administrer le vaccin, ensuite, si jamais l'administration du vaccin était permise par des non-médecins, quelle formation était obligatoire pour pouvoir administrer ce vaccin? Et enfin, et non des moins importants, comment est-ce que l'acte vaccinal, donc le statut vaccinal, est documenté via un registre centralisé ou non? Alors, pour pouvoir trouver une réponse à ces différentes questions, nous avons mis en œuvre une collecte des données, d'une part d'abord via une analyse littéraire, bien sûr réduite à la littérature récente, vu qu'il fallait mettre en évidence des pratiques vaccinales actuelles. Euh, et donc, sur base de cette analyse littéraire, nous avons pu construire un questionnaire en ligne et cette analyse littéraire a aussi permis de mettre en évidence les experts par pays qui pouvaient être contactés si nous avions des questions par la suite, comme on va le voir. Donc, le questionnaire en ligne a été élaboré et prétesté, envoyé aux différentes associations professionnelles, d'abord nationales et puis, on va le voir, internationales par la suite, en ciblant principalement ces trois métiers, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens. Sur base des résultats, après bien sûr des rappels qui ont été envoyés, une analyse descriptive a eu lieu. Et puis, comme on va le voir, comme le taux de réponse n'était pas optimal et que parfois certaines informations paraissaient contradictoires, nous avons procédé à une triangulation des données en contactant notamment les experts des associations professionnelles. Alors, un moment important aussi à souligner, c'est bien sûr que le début de la collecte des données a coïncidé avec le début de la pandémie, ce qui a bien sûr eu un impact on va le voir un petit peu plus loin. Parmi les résultats, d'abord le taux de réponse au questionnaire auprès des experts nationaux.
Donc, après avoir essayé de contacter des experts nationaux, donc un par pays, on s'est rendu compte que le taux de réponse était assez limité, raison pour laquelle des organisations internationales de pharmaciens, de sages-femmes et d'infirmiers ont été contactées pour pouvoir, via ces canaux-là, avoir des informations les plus précises possibles par rapport à la situation d'administration, de prescription, etc., des vaccins. Alors, pour les pharmaciens, ce sont un taux de réponse de 68%, donc 23 sur 34 pays, on a eu des données complétées. Pour les sages-femmes, c'est le public cible le plus faible, 11 sur 34 pays. Et pour les infirmiers, 28 sur 34 pays on a pu avoir des réponses. Alors, par rapport à la question qui peut administrer le vaccin, on voit des situations extrêmement différentes en fonction des pays. Et si je ne prends par exemple rien que les pays francophones, si on voit le Canada par exemple, dont certaines provinces sont francophones, bien entendu, on voit que les infirmières et les pharmaciens peuvent administrer le vaccin d'après nos données. Vous me direz évidemment si c'est exact encore à l'heure actuelle lors de la discussion. Alors que, par exemple, par rapport à la France, on voit que aussi bien les infirmières, les pharmaciens et les sages-femmes peuvent vacciner. Pour ce qui est de notre petite Belgique, eh bien, on voit que les infirmières peuvent administrer également les sages-femmes pour certains vaccins, parce qu'on ira un petit peu plus loin dans le détail du type de vaccin, vu que là aussi, on voit des différences en fonction des vaccins administrés. Alors, une manière peut-être un petit peu plus lisible de voir les résultats, c'est celle-ci où vous voyez une carte de l'Europe qui présente les pratiques d'administration de vaccins par des non-médecins. Et on voit par exemple le Portugal, la France, l'Irlande et le Royaume-Uni qui a la situation la plus favorable en termes de délégation de l'acte vaccinal. Quand on voit les pays où seuls les médecins peuvent vacciner, on voit des pays tels que l'Autriche, la Tchéquie, pardon, l'Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Alors, les pays pour lesquels nous n'avons pas eu de réponse se trouvent en blanc. Alors, pour ce qui est du Canada et de la Suisse, bien sûr, la délégation de l'acte vaccinal à des non-médecins varie en fonction des provinces et des cantons pour ce qui concerne la Suisse. Je voulais annoncer, on observe aussi des variations pour l'administration des vaccins en fonction du type de vaccin et de la profession. Par exemple, pour les pharmaciens, en Allemagne et en France, c'est le cas uniquement pour le vaccin contre la grippe saisonnière. En Irlande aussi contre le pneumocoque et le zona, alors qu'au Canada, au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse et aux États-Unis, tous les vaccins peuvent être administrés par les pharmaciens avec cependant une certaine variabilité selon les régions, provinces et cantons. Pour les infirmières, lorsqu'elles sont autorisées à vacciner, elles peuvent le faire pour tous les vaccins. Alors que pour les sages-femmes, encore une fois, on observe des grosses variations. Par exemple, en France, les sages-femmes sont autorisées à vacciner le nouveau-né, la femme enceinte et son entourage, et les vaccins qu'elles peuvent administrer sont clairement stipulés dans la loi pour chacun de ces groupes. Alors qu'aux Pays-Bas, la sage-femme n'est autorisée à vacciner que le nouveau-né contre l'hépatite B. Enfin, on voit aussi des variations pour la prescription selon les pays et la profession. Les pharmaciens, en général, sont les moins autorisés à prescrire, à l'exception du Canada, la France et de la Nouvelle-Zélande. En Irlande et au Royaume-Uni, ils ont eu la bonne idée de mettre en œuvre des protocoles pour pouvoir délivrer sans prescription. Par exemple, la grippe saisonnière et pour certaines catégories d'âge pour lesquelles il existe des recommandations annuelles incitant les personnes à se faire vacciner au-delà d'un certain âge, par exemple 65 ans.
En ce qui concerne les infirmières sont autorisées à prescrire plus souvent que les sages-femmes et les pharmaciens, surtout les infirmières en pratique avancée, vu que cela fait partie aussi de leurs compétences. Enfin, en Belgique, les sages-femmes peuvent prescrire, mais pas administrer des vaccins. Donc, il s'agit vraiment d'une bizarrerie légale que j'espère ne va pas perdurer. En ce qui concerne la formation diffère vraiment très fort pour les pharmaciens et notamment en matière de durée et de contenu. On voit des variations allant, par exemple, de modules de 8 heures jusqu'à des modules répétés, notamment en matière de contenu qui portent sur de la sécurité de la vaccination, qui vont sur plusieurs mois et qui doivent être répétés, par exemple, tous les 2 ans. Certains comprennent des notions générales d'immunologie, du cadre juridique et de techniques de communication, et pour d'autres aussi de la procédure d'administration des vaccins et la gestion des situations d'urgence. Pour les infirmières, donc comme je le disais, souvent il n'y a pas de formation supplémentaire qui est requise parce que l'administration des vaccins fait partie de la formation initiale. Et pour les sages-femmes, ça diffère vraiment très fortement de pays et en pays, et notamment par rapport à la manière dont se déroule la formation de sage-femme. Par exemple, au Portugal, les sages-femmes, ce sont des infirmières qui suivent une formation supplémentaire. Et donc, dans ce cas, elles n'ont pas besoin de formation supplémentaire. À l'inverse, comme en Belgique, la formation de sage-femme est d'emblée différenciée des infirmières et dans ce cas, elles n'ont pas l'autorisation d'administrer les vaccins. Un dernier point en ce qui concerne les résultats concerne la documentation du statut vaccinal. Et là, on voit très clairement que, à l'exception de 3 pays, il n'existe pas, au moment de l'étude, une manière d'enregistrer de manière centralisée le statut vaccinal des personnes vaccinées. Et donc, on en arrive à la discussion, et notamment par rapport aux résultats clés de notre étude, on voit que parmi les 34 pays investigués, 25 autorisent les infirmières à administrer les vaccins, 13 autorisent les pharmaciens et 12 les sages-femmes. Donc, on voit une grosse variation en fonction du profil du professionnel. On a aussi pu voir lors de nos entretiens que l'administration des vaccins par des non-médecins tend à augmenter. Et donc, on émet l'hypothèse qu'en fonction de la pandémie, cette tendance s'est fortement accélérée. Une limite importante à notre étude, c'est le faible taux de réponse pour certaines professions, expliqué notamment à cause du fait que les personnes étaient occupées à gérer la crise du Covid au moment de la collecte des données. Cette augmentation s'est accélérée avec la pandémie. Il existe donc des données par pays, mais il existe très, très peu de comparaisons internationales. Or, cette comparaison internationale par rapport à la manière dont ils mettent en œuvre le partage des tâches est extrêmement intéressante, notamment pour notre pays, pour pouvoir décider et aller de l'avant dans le partage des tâches pour une plus grande efficience et une plus grande couverture vaccinale. Dans beaucoup de pays, le renforcement des soins primaires passe par une intensification de la délégation des tâches. Et donc, ce qui nous intéresse beaucoup ici, c'est que la délégation de la vaccination ou le partage des tâches en matière de vaccination peut être vu comme un cas typique de la délégation au sens large des tâches au sein des soins primaires. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons émis une série de recommandations pour la mise à jour de cette recherche. Et donc, ceci est vraiment une demande de voir si éventuellement, parmi vos réseaux au Canada, il y aurait des personnes intéressées pour poursuivre plus loin la réflexion autour de l'identification des pratiques vaccinales dans une logique de comparaison multinationale avec ces questions suivantes. D'une part, quelles sont les pratiques vaccinales actuelles par des non-médecins
pour des vaccins non liés à la COVID. Donc, est-ce que la pandémie de la COVID a changé quelque chose par rapport à ce partage des tâches au sein de la première ligne, avec à la fois ce rôle de prescription et ce rôle d'administration des vaccins? Deuxième question sont: quelles sont les conditions de prescription et d'administration? Donc, d'une part, des formations en matière de qualité des soins, mais aussi de sécurité des soins. Quelles sont les conditions en matière de cadre légal et aussi de cadre matériel? Par exemple, on voit que dans certaines pharmacies, avec le développement des tâches du pharmacien, on voit des espaces qui sont dédiés pour des consultations individuelles, très souvent ciblant soit la révision médicamenteuse, soit l'éducation thérapeutique. On pourrait très bien imaginer un cadre matériel pour l'administration des vaccins. Troisième point, comment le statut vaccinal d'une personne est-elle documenté? Et notamment toute la question de la centralisation des données via un registre centralisé permettant la continuité de l'information, mais notamment par rapport à différents prestataires qui ont un lien thérapeutique avec les personnes, mais aussi pour les personnes elles-mêmes, pour qu'elles puissent en tout temps consulter son propre statut vaccinal. Et puis enfin, et non des moindres, comment les mesures prises en matière de délégation des tâches sont-elles évaluées? Avec bien sûr la question du taux de couverture, est-ce qu'il est effectivement amélioré grâce à ce partage des tâches? D'autre part, la question de l'acceptabilité par les professions et les populations. Souvenez-vous, dans le modèle initial, je vous présentais que le fait de partager l'acte vaccinal à des non-médecins a aussi un impact sur la manière dont ça peut être accepté par la population, du fait que le prescripteur ou la personne qui administre le vaccin peut aussi participer à la motivation de la personne à se faire vacciner. Et puis enfin, l'identification des leviers et obstacles à la mise en œuvre selon les contextes locaux. Donc, nous semble vraiment des pistes de recherche extrêmement intéressantes à investiguer et à mettre à jour par rapport à ce que nous avons déjà. Donc voilà, ceci nous amène à la fin de ma présentation. Et donc, voici nos coordonnées si jamais vous souhaitez avoir des suggestions ou des questions, ou comme je le disais, pour amener notre réflexion plus loin. Et donc, je pense que maintenant, la parole est à vous pour pouvoir réagir par rapport à ceci. Merci beaucoup, professeur Van Durm, pour votre présentation. C'était extrêmement intéressant. Je vais vous laisser. Voilà. En fait, vous demandiez est-ce qu'ici, c'est bel et bien les infirmières, les pharmaciens peuvent vacciner? Oui, c'est bien le cas. Ils peuvent vacciner en tout temps. Et en fait, je trouve extrêmement dommage que notre directrice scientifique, la Maryse Gay, moi je suis la directrice administrative, mais Maryse Gay est au Comité sur l'immunisation du Québec aujourd'hui. Et elle part à la retraite ce soir, donc c'était une journée chargée pour elle. Elle aurait vraiment voulu être là parce qu'elle a consacré plus de 20 ans de sa carrière à la vaccination et en particulier à l'hésitation vaccinale et l'organisation des services de vaccination. Donc, vous êtes en plein dans son champ d'expertise et c'est certain qu'au Québec, l'organisation des services repose vraiment sur une collaboration avec les infirmières et les pharmaciens. Même si, bon, par exemple, si on prend la grippe, elle n'est plus autant recommandée qu'elle l'était à chaque année. Là, je regardais les données, puis on disait qu'en 2021-22, la vaccination contre la grippe aux personnes à risque de complications n'est plus recommandée. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment les recommandations sont portées. C'était aussi intéressant de voir qu'effectivement, la formation des sages-femmes a un impact au Québec. Les sages-femmes n'ont pas une formation d'infirmière de base. Donc, c'est certain qu'on est dans un autre domaine. Il y a aussi plein de questions qu'on se pose sur post-pandémie. Pendant la pandémie, tous les membres d'ordre professionnel, incluant les travailleurs sociaux, les psychologues, les physiothérapeutes, ont pu vacciner contre la COVID. Donc, est-ce qu'on va voir des suites à ça? Est-ce que ça va faire boule de neige? Je ne le sais pas.
Par contre, je peux vous assurer qu'on va faire suivre l'enregistrement de la présentation aux membres du SIC parce que je pense que ça va tout à fait les intéresser puis qui seraient les personnes tout indiquées pour répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi le public. Est-ce qu'il y en a qui voudraient se lancer? Tout le monde est timide. C'était limpide. Oui. Vas-y, Nicolas. Alors, un autre collègue étranger, Nicolas Sen, professeur qui est présent de Suisse. Salut Thérèse, merci beaucoup. Je suis content que tu sois là à l'heure. Malgré ce que j'ai dit. Alors, je me suis trompé d'heure quand je vais proposer l'heure. J'avais juste une question, mais vous n'avez pas été titillé sur la carte européenne avec les différents pays et les modalités interprofessionnelles, de juste mettre par-dessus le taux de vaccination Covid des pays? C'est vrai qu'on ne l'a pas fait parce que l'étude n'a pas encore été actualisée, mais c'est une excellente suggestion. Je propose que je l'amène la semaine prochaine. Oh non, zut, c'est dans 15 jours. Quand nous verrons, mais effectivement, ça peut être une bonne idée pour voir s'il y a un lien entre les deux. Ouais, ce serait super intéressant. C'est très grossier, mais ce serait une donnée qui serait intéressante. Pour ceux qui veulent voir Thérèse en 4 dimensions ou en 3 dimensions, elle sera à Harford le 16 juin pour un colloque sur les soins primaires. Elle vient au Québec en personne. Alors, vous êtes tous invités si vous voulez participer à ce congrès pour rencontrer Thérèse en personne. Très bien, mais je promets une mise à jour de la carte à ce moment-là. Ah, génial. Puis en 4 dimensions, j'ai hâte de voir quelle est la 4e dimension de professeur Van Durm. Madame Aubry. Oui, ben, je voulais peut-être amener quelques réponses à quelques questions que vous avez mentionnées. Je peux vous dire que les sages-femmes ici au Québec sont autorisées à vacciner. Notre livre de base, notre document de base est le protocole d'immunisation du Québec. On l'appelle notre Bible, notre document de référence. C'est là-dessus que toute l'information, et vous allez avoir cette information-là qui est autorisée à fonctionner, il n'y a pas vraiment de prescription, mais à décider de l'administration et qui est en mesure d'administrer la vaccination. Fait que vous allez retrouver ces informations-là à l'intérieur du protocole d'immunisation du Québec. Et on n'a pas un registre national, mais on a un provincial. Donc, tous les vaccins administrés au Québec, dont ceux de la COVID, sont inscrits à l'intérieur. Fait qu'on a quand même un endroit pour le Québec où on peut retrouver toute cette information-là. Donc, mais j'ai trouvé vraiment très intéressant là, de voir les différences entre les différents pays. Là, oui, ben, je vous remercie. Mais merci beaucoup pour cette information concernant le protocole d'immunisation qui deviendra peut-être notre Bible aussi, en tout cas source d'inspiration, parce qu'effectivement, c'est bien utile. C'est le document de référence vraiment là, qui est mis à jour régulièrement avec l'Institut national de santé publique et le Conseil d'immunisation du Québec. Et on vous a mis, merci Jessica d'avoir mis le lien là, dans la conversation pour le PIC pour les intimes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'immunisation, sur cette grande comparaison internationale? Je regardais en même temps les taux d'immunisation au Québec et au Canada. Au Canada, en 2019-20, on était à 70,3 % pour les plus de 65 ans. Donc, c'était quand même pas si mal. Mais au Québec, c'était beaucoup plus bas. Puis là, j'ai perdu la donnée pour mal faire. Oui, contre la grippe, on était à 44 % pour les 18 à 74 ans. Donc, c'est pas énorme. En fait, et 60 % des personnes âgées de 65 ans et plus contre le pneumocoque. Mais bon. Ouais, les critères d'admissibilité ont changé. Donc, c'était rendu les 75 ans et plus à qui c'était recommandé la vaccination et sinon les gens avec maladie chronique. Fait que il y a peut-être eu une différence parce que ce n'était pas nécessairement ces critères-là dans le passé.
Isabelle, c'est intéressant parce que, dans le fond, on comparait les données avec ce que vous aviez, professeur Van Durm, dans votre présentation. C'était les données de l'OMS qui recommandait 75% des 65 ans et plus. Et là, on voit que la position au Québec est différente. 25, oui. 80, 85, si je me rappelle, oui. On va demander à Maryse de nous dire c'est pourquoi. Il y a une autre question dans la salle Belle Avance. Oui, merci Thérèse. Ma question, c'est deux questions en fait. Par rapport au modèle organisationnel pour donner les vaccins, est-ce qu'il y a des choses qui varient? Il y en a, il y a des provinces, dans l'Ouest canadien, si je comprends bien, c'est beaucoup dans les cliniques médicales qui est fait par des petites équipes versus des programmes qui est fait comme ici au CLSC pour l'immunisation, ou là, la COVID, c'est sûr qu'on a fait des gros modèles avec des vélodromes puis des... c'est ma première question. Est-ce qu'il y a des modèles qui se distinguent ou en lien avec qui vaccine? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des modèles innovants ou pour le reaching out pour aller chercher des clientèles plus vulnérables? Est-ce qu'il y a un modèle surprenant ou une stratégie? Vous savez, ce pays-là, ils ont fait, je ne sais pas, nous, avec la COVID, on a vu de tout, là, des vannes qui se déplacent, des travailleurs qui allaient pour ceux qui n'ont pas de papier. Quelque chose, une idée qui est inspirante. Oui, merci pour cette question. Je ne sais pas, Béatrice, tu as peut-être envie de réagir. Donc, Béatrice est l'investigatrice principale sur cette recherche et donc elle connaît également très, très bien le contexte belge et notamment a mené plusieurs recherches en lien avec la COVID. Béatrice, tu as envie de dire quelque chose? Oui, bon, donc bonjour, bonsoir. C'était donc la question, si j'ai bien compris, c'était comment les différents modèles existants pour améliorer l'accessibilité en fait des vaccins. C'est bien ça? Serais-tu question, c'est quoi le modèle prédominant pour délivrer les vaccins? Est-ce que c'est des cliniques médicales, des pharmacies, qu'il y a des gens aptes à avoir leur vaccin? Puis l'autre, c'est est-ce qu'il y a une stratégie qui était innovante, selon vous, faire du reaching out de vacciner des populations plus vulnérables? Je pense que le plus innovant dans ceci, en fait, c'est justement d'augmenter l'accès via les pharmaciens, parce que les pharmaciens sont réellement accessibles géographiquement et aussi en termes de temps. On peut juste, on peut juste y aller, pas besoin de rendez-vous, pas besoin de s'organiser à l'avance. C'est plus facile parce que c'est près de la gare, sur la route pour retourner à la maison. C'est pour ça que c'est intéressant, je pense, d'impliquer plus les pharmaciens parce que ça augmente géographiquement l'accessibilité et aussi l'accessibilité en termes d'heures, de temps, quoi. Mais il y a évidemment, tout est coupé si on a besoin d'une prescription avant ou si on a besoin de payer à la pharmacie alors que chez le médecin c'est gratuit. Donc tout ce type de trucs, en fait, j'ai l'impression que parfois on ouvre une porte et on ferme la même porte au même moment. C'est comme l'ascenseur qui ne fonctionne pas. Et c'est dommage parce que il y a aussi côté comment on dit, humain, communication entre patients et pharmaciens. Il y a un contact un peu aussi sur le long terme. Les gens ne pas nécessairement changent de maison tout le temps, donc ils ont l'habitude d'aller chez les mêmes pharmaciens régulièrement. Donc ils gardent quand même un lien avec eux. Donc il y a ça aussi qui est assez intéressant à explorer. Et aussi, on voit aussi qu'il y a une confiance chez le pharmacien, qui existe évidemment chez le médecin et l'infirmier, mais c'est quand même très présent. Donc, il me semble que ça, c'est le plus intéressant en termes d'augmenter l'accessibilité, mais il faut bien faire, parce que aussi, les gens qui ont peur des vaccins, des aiguilles, là, faire ça au plein milieu d'une pharmacie n'est peut-être pas le meilleur endroit. Donc, il y a toute une série de questions. Dès qu'on creuse un petit peu, on voit que, voilà, quand même, d'avoir une pièce ou au moins un endroit plus ou moins privé, plus ou moins éloigné de tout le reste du monde, c'est quand même nécessaire, mais à chaque fois, évidemment, le pharmacien d'officine, il n'a pas nécessairement toute place du monde pour accueillir tout le matériel et dédier un espace rien que pour ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple de juste dire oh, voilà, c'est bon, les pharmaciens, ils peuvent vacciner, donc ça va naturellement augmenter l'accessibilité. Il me semble que c'est plus complexe que ça.
c'est aussi d'être étudié réellement avec voilà, la situation actuelle, l'accessibilité l'acceptabilité pardon, chez les patients. Donc, c'est quelque chose de complexe, mais il me semble que c'est prometteur pour ça. Merci. Juste une question. Je sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai juste une question par rapport aux pharmaciens, parce que ça, c'est des questions qu'on avait vues en Suisse, les pharmacies étant souvent, surtout des magasins en fait. Le fait de faire des actes de soins comme ça, souvent, améliore leur rendement financier. Et c'est des choses qui ont été regardées. C'est-à-dire que les gens viennent juste faire le vaccin, mais en passant, un peu comme quand on est dans un supermarché, on achète encore une crème solaire et je ne sais pas quoi. Et ça, c'est des arguments qui étaient utilisés contre justement le fait d'utiliser les vaccins, c'est qu'on va en fait stimuler une économie supplémentaire et le chiffre d'affaires des pharmaciens. Après, je pense qu'il existe d'autres pistes également en plus de ce que disait Béatrice, et notamment ce qui a pu être vu pendant l'épidémie de la Covid. Donc, à côté des gros vaccinodromes, on a vu que pour les publics vulnérables, ça ne marchait pas. Et notamment, très clairement, à Bruxelles, qui est une ville multiculturelle, où le taux de vaccination était extrêmement bas. Et donc là, ils ont à la fois mené des études, mais aussi fait de l'outreaching avec des bus, des vaccibus. Et donc, ça a pas mal marché auprès de certaines populations pour peu qu'on y associe des pairs. Puisque, voilà, il y a toujours la barrière de la méfiance par rapport aux prestataires qu'on ne connaît pas, alors qu'une fois que c'est un pair qui vous y amène, c'est quelque chose qui paraît beaucoup plus acceptable. Et à côté de cela, il y a toute une réflexion parmi les sages-femmes ou des professionnels qui sont dans des centres de planning familial, par exemple, qui sont en général perçus comme très accessibles. Donc, ce sont des personnes vulnérables qui s'y rendent ou qui reçoivent la visite d'une sage-femme pour d'autres motifs que la vaccination. Et donc, il y a une réceptivité de la part du public à ce moment-là par rapport au vaccin qui est très grande. Et donc, évidemment, l'absurdité du système actuel qui empêche les sages-femmes de vacciner les femmes qu'elles visitent chez elles est tout à fait contre-productive. Merci, c'est extrêmement intéressant. J'avais une question par rapport, en fait, les études, puis j'essaie de me faire vaguement la porte-parole de Maryse Gay qui n'est pas avec nous, mais je sais que dans ses études, elle a beaucoup travaillé pour, quand une personne hésite à se faire vacciner, elle va appeler pour avoir un rendez-vous. Ils avaient notamment impliqué les réceptionnistes et secrétaires qui donnent les rendez-vous pour qu'elles soient sensibles à bon, cette personne pourrait être résistante ou hésiter, entre autres pour la vaccination des tout-petits. Et il y a beaucoup de travail qui a été fait au niveau des agentes administratives pour ça. Je vais vous mettre le lien vers l'ouvrage. C'est en libre accès. Mais Isabelle, toi, tu es très au courant de cette étude? Je vous parle en fait de l'étude. J'avais participé à l'étude que Maryse avait fait là 2015 avec elle. Fait que j'aime beaucoup la vaccination, donc assez présente. On a aussi au Québec le programme EMA, qui est un programme d'entretien motivationnel auprès des nouveaux parents qui se fait suite à l'accouchement, pendant les premiers jours suite à la naissance de bébé, pour démystifier un peu la vaccination, pour voir si les parents ont des questions, et on a vu quand même de bons résultats aussi avec ça. Fait que je ne connais pas le bout avec les agentes administratives, mais je connaissais cette partie-là en milieu hospitalier où il y a des gens qui sont formés en entretien motivationnel pour rencontrer tous les parents suite à la naissance. C'est extrêmement intéressant. Ça vient aussi un peu confirmer ce que vous disiez, que quand il n'y a pas de rendez-vous à prendre, qu'on peut aller chez le pharmacien, puis tout ça, ça semble plus simple. Oui, absolument. Mais c'est intéressant justement de penser à tous les différents personnes qui interviennent à chaque moment, parce qu'on peut être très, très rapidement démotivé par
la manière dans laquelle quelqu'un parle ou la manière dans laquelle quelqu'un dit plutôt, je ne sais pas, il y a tout plein de moments où il faut profiter réellement de ce moment privilégié avec passion, justement dans ce type de situation vaccin. C'est quand même, c'est très intéressant. Donc, j'aurais bien aimé en fait intégrer aussi les différents rôles des accueillants, des assistants sociaux, etc. Tout ce type de rôles qui sont en fait centrales, où ça semble être en fait, comme on dit, à la périphérie, mais finalement, ça peut être vraiment quelque chose de super central. Donc, c'est vraiment intéressant, oui. Il y a tout plein de projets. C'est vraiment dommage que Maryse parte à la retraite parce qu'on aurait pu faire des nouvelles collaborations, Belgique-Québec, réfléchir au système d'organisation de la vaccination. C'est vraiment chouette. Vas-y, Mylène. Juste un élément d'information, on vient d'obtenir une subvention des RSC pour organiser les pratiques de reaching out des patients les plus vulnérables dans les 7 provinces au Canada, là, qui est dirigée par l'Université de Toronto. Le Québec sera dans l'étude, alors c'est vraiment faire un portrait des pratiques de vaccination pendant la COVID et surtout toutes les stratégies pour les enjeux liés à l'équité. Alors, on vient d'obtenir la subvention, fait qu'on devrait avoir les résultats d'ici 1 an. On est à l'éthique au Québec présentement. Fait qu'à suivre. Génial. Ben écoute, tiens-nous au courant. On va certainement faire le lien là, avec le CIS pour voir comment on peut contribuer à ce projet-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En attendant que les questions arrivent, Dominique Grimard va nous mettre dans la conversation un petit sondage à remplir sur votre appréciation de la conférence que vous pouvez remplir. Je vous rappelle aussi que c'est notre dernière conférence de l'année scolaire 2021-22. Donc, espérons-le, dernière année COVID. Espérons, ben en fait, c'est le fun aujourd'hui. Il y a déjà des étudiants et des profs dans une salle. Wouhou! Enfin, c'est vraiment chouette. Merci d'être là. On va reprendre rapidement les événements en personne, mais donc, en fait, probablement en mode hybride parce que c'est vraiment agréable de pouvoir avoir des invités qui viennent de loin, mais sans qu'ils aient à se déplacer. Dernière chose que je voulais vous dire, le 10 juin, c'est notre colloque. Il y a aussi l'événement de Mylène et compagnie sur les soins primaires le 16 juin. Mais en attendant, le 10 juin, c'est notre colloque annuel avec le thème santé psychologique, résilience et participation sociale. Ce sera en ligne. On ne savait pas au moment où on l'a organisé quelle serait la situation épidémiologique et le comité scientifique a pris la décision de le faire à distance, mais ça fait en sorte que tout le monde peut y assister et peut choisir les conférences qui les intéressent le plus. Je vais vous mettre le lien vers le programme qui est disponible en ligne. Il y aura quelques petits ajouts dans les prochains jours, mais l'essentiel est là. Vous pourrez assister à plusieurs conférences, dont celle de notre conférencière Rachel Thibault, qui va nous parler de stratégies cognitives et attitudinales pour mieux construire sa résilience. Et ensuite, plusieurs chercheurs du CIS et du Centre de recherche Charlemagne vont présenter des conférences. Il y aura aussi des affiches de nos étudiants et des présentations en 180 secondes. Puis, on va en profiter pour faire un coup de chapeau à Maryse Gay qui part à la retraite, mais qui sera avec nous cette journée-là. Donc, c'était la pub du centre de recherche. Mais donc, s'il reste des questions, il nous reste quand même encore 15 minutes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que Isabelle et tu devrais nous envoyer ton courriel pour que les chercheuses puissent communiquer avec toi. Ça me fera plaisir. Oui, ça me fera plaisir. Aucun problème. C'était aucun problème. Parfait. Donc, pour faire le lien, donc, nous, c'est certain qu'on va partager la conférence à Maryse, mais aussi à ses collègues du SIC pour qu'il y ait une collaboration. Et oui, effectivement, une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup d'avoir présenté avec nous aujourd'hui. On a bien hâte de vous voir en 4 dimensions le 16 juin prochain. Ça va rester, Mylène. Ah oui, clairement. Peut-être que j'aurais vieilli d'ici là, je pense bien. Donc, la 4e dimension, elle est sans doute là. Non, la 4e, c'est la recherche. Je pense que c'est ça, c'est la recherche. Ça donne la profondeur. En tout cas, merci d'avoir eu cette occasion. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous.
Au revoir. Salut! Puis à bientôt, Thérèse. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et Chloé, moi j'ai eu juste pour la programmation, le détail, là, ça serait bien pour tout le monde d'avoir le détail, les heures. Il y en a qui ne peuvent pas être là toute la journée, mais. C'est en ligne, Mylène, dans le lien que j'ai mis. Fait que si tu retournes dans la conversation, tu vas le voir. C'est sur le site web, il est là. Super. C'est bon? Fait que, bonne journée tout le monde. Salut! Salut.